Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le 19 octobre dernier, au Niger, la prison de Koutoukale a été la cible d'attaque. Mohamed Ali Agwadoussen s'échappe de la maison d'arrêt de Bamako, c'était le 16 juin 2014. Le 7 novembre dernier, c'était au tour de Banamba qui devenait la cible d'attaque avec plus de 20 prisonniers qui se sont échappés. La dernière en date est la prison de Nyono qui a été la cible d'attaque, donc dans la région de Ségou. Des hommes armés ont pris d'assaut la prison, bilan 2 gardes blessés et plus de 90 prisonniers évadés. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand dialogue de ce mercredi 7 décembre. Nous allons parler, vous l'avez compris, de la sécurité des prisons avec ses multiples attaques. Pourquoi les institutions carcérales sont la cible d'attaque? Est-ce que nos prisons sont suffisamment sécurisées? Est-ce un manque de moyens ou un manque de volonté? Ces attaques des prisons sont-elles toutes liées au terrorisme? Pour nous éclairer sur ces questions, avec nous sur ce plateau, Baba Dakono, il est chercheur et analyste. Ali Tunkara, il est enseignant sociologue. Abdoulaye Fofana, il est le secrétaire général de la section syndicale des gardiens de prison du Mali. Tidiane Koulibaly, il est 4e adjoint au maire de Nyono. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Peting Diara. Le grand dialogue. Après le coup d'éclat de l'évasion de Ali Agwadoussen de la maison d'arrêt de Bamako qui s'est soldée par la mort d'un gardien de prison, c'est le Niger qui a été la cible d'attaque, plus précisément la prison de haute sécurité de Koutoukale, connue pour abriter des prisonniers djihadistes. Attaques coordonnées, organisées, ce sont de véritables commandos lourdement armés qui mènent ces opérations. C'était ensuite le tour de Banamba où plusieurs prisonniers se sont échappés dans la région de Koulikoro au Mali. Avant donc cette dernière attaque, il y a seulement 2 jours, à Nyono, donc dans la région de Ségou. Baba Dakono, vous êtes chercheur et analyste. Est-ce que les prisons sont devenues les nouvelles cibles justement des djihadistes, entre guillemets? On peut dire sont maintenant dans le collimateur des djihadistes. Mais la nouveauté, c'est que ça a été, face à une menace djihadiste, toute potentialité ou toute question où les auteurs présumés djihadistes peuvent tirer un certain intérêt, présentent une cible. Donc en fait, il n'y a pas véritablement de nouveauté dans le fait que les prisons soient ciblées, surtout qu'il y a quelques mois, Ansar Eddine a fait une déclaration dans laquelle elle promet la libération des prisonniers du groupe terroriste dans les prochains délais. Donc c'est probablement une manifestation de cette volonté d'Ansar Eddine non seulement de libérer des prisonniers djihadistes, mais également de faire cette nouvelle forme de recrutement dans le Sahel, notamment au Mali, de recrutement de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à perdre et qui sont déjà dans cette forme de criminalité et qui peuvent être opérationnelles tout de suite pour les aider dans leurs pratiques terroristes. Donc vous pensez, si je comprends bien, que les prisonniers représentent de la main-d'œuvre en quelque sorte pour eux. Oui, autant il a été rappelé plusieurs fois, les jeunes représentent de potentielles cibles à recruter pour les groupes armés terroristes, autant également les prisons, on sait également, il y a des jeunes dans les prisons, il y a surtout aussi des gens qui sont déjà dans un milieu criminel qui les permettent de servir les intérêts de ces groupes djihadistes. Donc ce n'est pas depuis le début de cette théorie de loup solitaire, c'est cette question de prison de recrutement dans les prisons a été beaucoup étayée, a été beaucoup développée par les observateurs. D'ailleurs en Europe, le premier lieu de radicalisation et de recrutement de jeunes radicaux, c'est principalement les prisons. Merci. Ali Tunkara, vous êtes enseignant sociologue, donc est-ce que vous comprenez justement ces attaques sur les différentes prisons, déjà au Mali, avant même d'arriver à Koutoukale au Niger? Non, clairement, mais dans le contexte malien, moi je crois qu'en parlant des acteurs qui seraient à l'œuvre de ces différentes attaques, il me paraît fondamentalement de les catégoriser. Toutes ces attaques ne sont pas forcément l'œuvre des extrémistes violents avec le référent religieux, ce qu'on pourrait appeler des djihadistes. Dans la configuration de tout le delta du Niger avec toute la zone exondée, on voit quand même qu'il y a 3 acteurs principaux. Il y a quand même une première catégorie d'acteurs
que moi je qualifierais d'acteurs qui agissent au nom de l'appartenance identitaire. En fait, quand on prend la région de Ségou, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de peuls jeunes vieux qui pensent qu'ils sont lésés dans leurs droits pour des questions liées à l'accès au pâturage. Ces peuls pensent que beaucoup d'entre eux sont emprisonnés, non pas pour des raisons religieuses, non pas pour le djihadisme, mais par le simple fait que le pouvoir central de Bamako a tendance justement de créer cet amalgame entre un feu d'ordre religieux et un feu d'ordre culturel ou ethnique. Donc vous voyez, des groupes peuls pouvaient aussi attaquer des prisons en représailles justement aux différentes arrestations dont ils dénoncent ça et là. Ça, c'est la première catégorie que moi je qualifierais des catégories avec le référent ethnique. M. Tounkara, il est quand même difficile d'imaginer que des bergers peuls puissent attaquer à coups d'armes lourdes, à coups d'organisations commando très élaborées. Oui, clairement. Mais n'oubliez pas quand même que ces bergers peuls, nous assistons à leur, si vous voulez, les passages de simples revendications identitaires à des actions quand même beaucoup plus violentes, parce que beaucoup de bergers peuls sont aujourd'hui emprisonnés. Donc ils pouvaient, ils pourraient, ces bergers peuls, se venger effectivement de l'État tout en s'attaquant aux prisons afin de libérer les leurs. Ça, c'est une des hypothèses qu'on pourrait aussi avancer. Dans le cas de Banamba, ce serait la même chose. Dans le cas de Banamba, si vous prenez en tout cas le centre du Mali, Ségou, Mopti, vous avez quand même majoritairement des peuls, là, donc dans ces différentes localités, lesquels peuls ont eu cette proximité anthropologique avec les différents groupes du MLNA, parce que quand même ils sont tous des acteurs nomades, donc des bergers par excellence. Donc ces peuls effectivement étaient aussi majoritairement enrôlés par les différents mouvements extrémistes violents, notamment Ansarudine, Al-Qaïda et tous les autres groupes. Tout récemment avec le Front National de Libération de Massina, qui est un groupe terroriste d'obédience. C'est extrêmement important. Donc les deuxièmes acteurs qui pourraient aussi, les deuxièmes acteurs que moi je pourrais aussi attribuer ces différentes attaques, ce sont aussi des acteurs qui non pas parce qu'ils sont musulmans ou ils sont dans des postures religieuses, mais plutôt des acteurs qui pensent que tous ces greffes judiciaires, la justice est mal distribuée. Bon, ce sont des acteurs qui sont désespérés, ce qu'on pourrait qualifier vraiment de bandits armés. Si vous vous rappelez quand même au mois de décembre 2015, il y a eu une attaque d'un poste de sécurité également à Agnono, laquelle attaque effectivement a été attribuée à des bandits armés. Donc voilà, il n'y a pas forcément de référent. Dans cette zone-là, on remarque facilement justement qu'il y a une récurrence d'attaques sur les postes de contrôle. Hein. Oui, clairement, parce que effectivement. Mais ce sont les prisons aujourd'hui qui sont devenues les nouvelles cibles. Oui, alors, comment expliquer cela? Justement, lorsqu'on s'attaque au symbole de l'État, là, on pourra questionner justement le référent religieux, parce que généralement, les acteurs qui agissent au nom du religieux s'attaquent également au symbole de l'État, tels que les prisons, les postes de contrôle. Voilà, ça c'est extrêmement important. Le dernier, si l'on peut appeler ainsi, la dernière catégorie d'acteurs, ce serait comme le référent religieux. Ce sont plutôt tous ces acteurs qui se revendiquent du Front National de Libération de Massina, d'Al-Qaïda, d'Ansarudine, effectivement. Et ceci, comme Baba vient de l'évoquer, peuvent aussi s'attaquer à des prisons afin de libérer les djihadistes qui sont incarcérés. Donc ça, c'est extrêmement important à les mettre en évidence. Merci. Ceci m'amène justement à poser cette question à Abdoulaye Fofana. Abdoulaye Fofana, qui est le secrétaire général de la section syndicale des gardiens de prison du Mali. Monsieur Fofana, est-ce qu'il y avait justement beaucoup de détenus djihadistes dans les prisons qui ont été attaquées, à savoir Banamba, Nyono? On a vu le cas de Bamako, où Wadou Sens est également échappé. Merci bien. D'accord, il se peut que le réseau ne soit pas bon parce que je suis en train de quitter présentement Nyono. On vous entend parfaitement ici. Ok, merci bien. Effectivement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, je tiens d'abord à remercier vivement Studio Tamani et puis tous vraiment les auditeurs de cette radio. Merci. La question de savoir est-ce que ces djihadistes-là, en attaquant les maisons d'arrêt, sont en train de chercher, en tout cas, leurs complices ou d'autres partenaires. Je sais quand même qu'à Banamba, les enquêtes sont en cours
ils étaient quand même vraisemblablement venus chercher, en tout cas, certains de leurs membres, de leur, je ne sais pas, Katiba. Et tout de suite aussi, en quittant Nyono, c'est la même information que nous avons réussi à arriver là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils parlaient peu, surtout, c'était des peaux noires. Ils avaient quand même demandé un nom. Un nom, effectivement, ils ont quand même pu faire sortir ce dernier. Alors, ils cherchaient qui explicitement? Oui, bon, le nom, je n'ai pas souvenance de ce nom. Quand même, ils ont quand même pu trouver le monsieur en question, ils l'ont sorti, effectivement. Et en même temps que tous les autres détenus. Merci. Restez donc connectés avec nous pour d'autres questions tout à l'heure. Nous avons également en ligne à partir de Nyono Tidjane Koulibaly est le 4e adjoint du maire de Nyono. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on nous aurait dit que vous habitez pas très loin de la prison. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier à Nyono? Bon, je salue d'abord tous les auditeurs du studio Tamani. Pour avoir resté à l'écoute. L'événement qui s'est passé, c'était dans la nuit du lundi au mardi, vers les coups de 0h25 à 30 minutes comme ça. Effectivement, ma maison n'est pas trop loin de la prison centrale de Nyono et c'est dans les environs de 0h30 comme ça que j'ai entendu à partir de chez moi des coups de feu. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre grande chose, mais le matin, mon gardien m'a informé que quand il était monté sur le toit pour chercher à comprendre, il a eu quand même il a vu des véhicules garés, une quinzaine de véhicules comme ça, qui étaient garés sur le goudron vers chez moi. Donc, le lendemain, quand je suis sorti de chez moi, directement, j'ai piqué sur les lieux. C'est-à-dire je suis parti à la prison pour chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. J'ai recueilli des informations auprès des responsables de la prison de Nyono. J'ai eu également des informations avec le seul détenu qui était resté sur les 93 détenus officiellement enregistrés au niveau de la prison. Merci. En tout, il y avait combien de gardes déjà au niveau de la prison? Oui, il y avait 2 gardes. Et quand je me suis renseigné, les responsables de la prison m'ont dit qu'ils ont en tout et pour tout 6 personnes pour maintenir la sécurité de la prison de Nyono. Et au moment des faits, il y avait 2 gardes seulement au niveau de la prison. 2 gardes pour 93 prisonniers, c'est bien cela? Pour 93 prisonniers officiellement enregistrés. Merci. Donc ça, il se pourrait qu'il y en avait peut-être plus? Oui, il y a un détenu qui est arrivé et son mandat est arrivé après la fermeture de la prison selon les explications des responsables. Donc lui, il n'avait pas été enregistré parce que le registre n'était pas sur place. Donc si on prenait ce dernier en compte, c'est comme s'il y avait 94 détenus. Merci monsieur le maire, restez également connecté avec nous. Baba, justement sur cette attaque de Nyono, la dernière en date par exemple, que le commando était quand même suffisamment lourd et ils avaient l'air très bien organisés. Alors c'est quand même difficile de croire, comme M. Fofana l'a dit, que ça puisse être des bergers peuls. Hein? Que comme il le disait tout à l'heure, je pense qu'il parlait d'hypothèses et dans ces circonstances, c'est généralement l'attitude à adopter. Il faut aller des hypothèses et peut-être procéder par élimination suivant l'hypothèse la plus plausible et c'est que la suite de l'enquête nous dira. Donc je pense que c'est le processus à suivre face à cette situation. Mais bon, déjà par rapport au premier élément, vous venez de revenir sur le fait que la personne qui était en ligne tout à l'heure l'a rappelé qu'il y avait plus d'une dizaine de voitures qui étaient stationnées. Selon certains témoins, l'armement qui a été utilisé semble être de l'armement lourd. Donc en fait, il y a des éléments qui montrent face à 2 détenus, face à 2 gardes. Hein? 2 gardes. En fait, ce n'est pas seulement face à 2 gardes, mais c'est surtout aussi face à une autre éventualité. Parce que l'objectif, c'était bien sûr de faire libérer des prisonniers, mais tout en se préparant à une riposte qui pouvait venir des forces de sécurité en position, soit à Nyono, soit dans un camp le plus proche de la localité. Donc, ce qui est inquiétant, dangereux dans l'acte, c'est que les assaillants semblaient exactement savoir ce qu'ils cherchaient et à la différence de Banamba, avec l'assurance que ce qu'ils cherchaient s'y trouvait. Et cela sous-entend d'ailleurs qu'il y avait
probablement quelqu'un d'important. Certainement, à ce stade, sans être confirmé, on parle d'un combattant qui serait venu de Boko Haram et qui aurait combattu pendant quelque temps au nord du Mali avant d'être arrêté à la faveur de l'intervention franco-africaine à la mi-janvier 2013. Donc en fait, il s'agit de quelqu'un d'important et il semble que cette personne aurait été recherchée depuis plusieurs tentatives déjà. Donc, qui tendent à soutenir en fait l'hypothèse que l'attaque viendrait de groupes armés terroristes tentant de libérer les prisonniers, mais également parce que ce que je disais au début qui est dangereux dans l'affaire et qui est inquiétant, c'est que ça a été dit, c'est pas comme si peut-être on l'a attribué à l'effet d'annonce, mais après l'attaque du camp de la prison de Banamba, cette situation aurait dû davantage attirer l'attention sur le fait que ce n'était pas de simples menaces quand Ansar Dine déclarait que l'organisation allait rechercher ses membres qui étaient détenus et continuer le recrutement au sein des prisons dans le Sahel. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. On se pose la question à savoir ce qui se passe avec les prisons au Mali et notamment au Niger d'ailleurs, où la prison de Koutoukale a été attaqué en juin dernier. Alors, Ali Tunkara, vous êtes enseignant sociologue. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette attaque justement des prisons le fait d'attaquer même un symbole de l'État que représente les maisons d'arrêt? Non, ça a un lien. Si toutefois l'information donnée par M. le maire vient d'être confirmée, qui consiste à dire qu'effectivement les moyens logistiques déployés étaient très lourds. Cela témoigne à suffisance qu'effectivement c'est l'œuvre d'Al-Qaïda ou d'Ansar Dine. Alors, mais qu'à cela ne tienne, c'est qu'il faut retenir fondamentalement dans cette localité, en parlant de l'extrémisme violent avec le référent religieux, ce sont quand même majoritairement des groupes ethniques qui seraient le plus concernés. Donc, l'hypothèse à laquelle moi, je tiens vraiment à l'avancer, c'est plutôt de rester prudent le temps que l'enquête aboutisse, en fait. C'est extrêmement important. C'est vrai que les moyens déployés nous poussent également à questionner sur l'efficacité de nos moyens également par rapport le surveillant, les gardiens des prisons, comment ceux-ci sont tués. Ça questionne également l'efficacité de nos forces de sécurité qui sont censées effectivement veiller sur ces différentes localités concernées par les différentes attaques. Donc vous voyez combien effectivement cette complexité de l'attaque djihadiste nous pousse à nous interroger davantage sur les fondamentaux même d'un État, à savoir la sécurité de sa population, une distribution équitable de la justice, voilà, de pouvoir aussi surmonter ces greffes judiciaires. Parce que ça veut quand même dire un peu que si les extrémistes religieux qui sont arrêtés peuvent être libérés aussi facilement. On a vu le cas de Ouadoussen à Bamako qui s'est échappé de manière très spectaculaire quand même, et ensuite Banamba où des prisonniers ont été libérés, maintenant Nyono. Alors ça pose un sérieux problème. Non, je crois que la question du terrorisme, elle dépasse la seule dimension malienne. Même les pays qui sont quand même militairement bien outillés font aussi quand même l'objet à des attaques de grandes envergures. Donc c'est pour dire qu'à combien, pour un État aussi fragile qui fait face à une crise sans précédent depuis 2012, il est utile quand même qu'on équipe davantage nos militaires, que nos prisons soient sérieusement surveillés, parce que ne serait-ce que plus de 93 détenus, si nous n'avions que des surveillants de prison, cela prouve à suffisance que l'État est aussi quand même défaillant. Parce que ces gardiens de prison, on le sait pertinemment, n'ont pas reçu une formation militaire proprement dite, mais dans le même temps, ils ne sont pas forcément préparés à faire face à des éventuelles attaques terroristes, parce que les attaques terroristes sont de nature tout à fait violente. Merci. On a la chance d'avoir avec nous Abdoulaye Fofana, qui est le secrétaire général de la section syndicale des gardiens de prison au Mali. Monsieur Fofana, on a parlé de cette surpopulation carcérale et le ratio qu'il y a entre les gardiens de prison et les prisonniers, quand même
94 détenus à Niono pour 2 gardes. Est-ce qu'il y a encore d'autres régions du Mali qui connaissent justement ce problème où il y a beaucoup trop de prisonniers pour les gardes qu'il y a? Est-ce que 2 gardes peuvent justement s'occuper des 94 prisonniers et à fortiori faire face à une attaque extérieure? Merci bien, monsieur. Bon, je pense que pour des mesures sécuritaires, je ne vais pas quand même parler directement sur l'ensemble, le cas de l'ensemble des maisons d'arrêt au Mali. Et effectivement, vous voyez quand même que le cas, en tout cas de Niono, ça laisse réellement à désirer, parce que c'est connu de tout le monde. C'est vrai, les 2 surveillants qui étaient de garde, ils étaient naturellement appuyés par notre département de tutelle, qui est le ministère de la Justice, de vraiment renforcer effectivement le personnel en faisant quoi? En recrutant massivement des jeunes pour vraiment faire face à ce défi-là. Bon, sinon, par rapport à la formation, c'est vrai, nous sommes un corps paramilitaire, comme la police, comme la douane. Nous avons appris le métier des armes, le maniement des armes. Nous faisons aussi la formation professionnelle à l'Institut, en tout cas, de formation judiciaire. Donc, je pense que c'est vrai, il y a lieu d'adapter à notre niveau de formation au nouveau contexte, en tout cas, de criminalité. Est-ce que vous voyez bien? Donc, en tout cas, je sais quand même que sur un plan général, il faut vraiment que notre département de tutelle vraiment revoie un peu sa position. Il avait été dénoncé un manque criard de moyens. Est-ce qu'au niveau de la maison d'arrêt de Bamako, les choses ont évolué? Est-ce que vous avez aujourd'hui plus d'hommes à votre disposition, plus de fonctionnaires justement à votre disposition? Ben, nous attendons, nous avions échangé avec l'ancien en tout cas, du département en son temps, qui nous avait même montré en tout cas la maquette de cette nouvelle maison centrale d'arrêt et qui devait judiciaire sur 3 ans, mais je ne sais pas où nous sommes. Bon, pour ce qui est du personnel, je pense que la question elle est récurrente. Il y a lieu, en tout cas une fois de plus, pour que le département puisse revoir. Monsieur Fofana, on a quelques soucis de réception avec vous. On va essayer, je vais demander à la technique justement d'essayer de vous rappeler. Je rappelle que vous êtes donc en cours de voyage, vous quittez Niono pour Bamako. D'ici là, Baba Dakono, vous êtes chercheur et analyste. On a vu déjà que le Niger a été la cible, le Mali également. Est-ce que d'autres pays de la sous-région qui détiennent aussi des djihadistes, des pays comme l'Algérie, la Mauritanie ou même la Côte d'Ivoire et le Burkina maintenant qui en ont, peuvent être éventuellement la cible de ce type d'attaque? Je pense que Tunkara l'a rappelé tout à l'heure, que même des pays avec de très gros moyens et de très gros dispositifs aujourd'hui ne sont pas à l'abri d'attaques terroristes. Donc il serait exclu que... Mais est-ce que vous considérez justement ces attaques de prison comme des attaques terroristes? Jusqu'ici, on sait que Banamba a été revendiqué par exemple, on sait que Koutoukale au Niger a été revendiqué par des extrémistes religieux, mais pour le moment, Niono, est-ce qu'on a eu vent justement de revendications? Donc pour le moment, on n'a pas eu vent. On va attendre qu'il y ait une revendication ou que l'enquête détermine une piste qu'il faille suivre par rapport à cette attaque. Mais pour le moment, comme vous l'avez dit, comme il a été rappelé ici, la piste terroriste semble être la plus privilégiée au regard des éléments qui sont les éléments qui remontent des témoins, des éléments de quelques observateurs pour l'instant. Et également, bon, ça me permet de rappeler quand même, puisqu'on parlait de moyens des gardiens de prison, d'autres types de moyens. Il est important de rappeler dans le contexte, donc je vais nous ramener au Mali, que nous faisons face, beaucoup de choses ont changé. On n'est plus dans ce contexte où certaines choses n'étaient pas admises dans notre société. Vous avez vu l'expansion de la criminalité dans le pays, mais également la facilité avec laquelle aujourd'hui des gens peuvent se procurer des armes. Donc, nous sommes un pays qui se situe entre 2 ou 3 anciens foyers de crise, qui sous-entend qu'il y a eu beaucoup de trafic d'armes entre ces pays et notre pays. Et notre pays a été très très longtemps, notamment dans son septentrion, la base arrière d'organisations terroristes qui, à la faveur de l'intervention franco-africaine, ont été repoussés, mais avec beaucoup de caches d'armes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la disponibilité d'armes est très très importante et la criminalité également, avec en toile de fond le fait que les gens ne se donnent plus de limites. Donc
et avec cette criminalité organisée aujourd'hui en lien avec d'autres types de réseaux, comme les réseaux terroristes, il est très important que nos prisons puissent faire face à cette augmentation de la criminalité et surtout de l'audace des groupes criminels. Merci justement de cette audace. Ali Tounkara, on va parler. On a vu quand même que les attaques sont récurrentes, surtout au nord du pays. On a vu d'ailleurs aujourd'hui entre l'axe Tombouctou-Goundam cette attaque perpétrée sur un contingent de la MINUSMA, attaque bien entendu repoussée. Est-ce qu'on peut comprendre à Ségou Nyono, qui est à peine 300 km de Bamako, en plein centre du pays, que ce soit aussi facile justement d'organiser une attaque d'une telle envergure, sachant également qu'il y a une forte présence militaire dans cette zone-là, hein? Non, pour une analyse à vertu, je crois qu'il n'y a rien d'étonnant pour ce faire, parce que si vous prenez de 2015 à maintenant, avec l'apparition du mouvement de Front de Libération de Massina. En tout cas, le centre du Mali est devenu quand même, si vous voulez, le refuge des différents groupes extrémistes violents avec le référent religieux. Ségou, Mopti sont aujourd'hui des régions qui sont fortement, effectivement, où le terrorisme est fortement ancré. L'école terrorisme ne concernait que les régions nord qui étaient sous occupation d'Al-Qaïda en Sardine. Je le disais dans les propos introductifs, ces groupes effectivement ont eu l'adhésion massive de certaines populations du centre du Mali. Donc ce qui fait que l'intervention militaire des forces étrangères, de nos forces de sécurité de la place également, ces interventions n'ont fait que déplacer effectivement le curseur. Le contexte malien aujourd'hui, nous assistons à un déplacement du centre de gravité terroriste, donc des régions nord au centre du pays, mais ce qui est la particularité du centre du pays... Avant 2012, justement, est-ce que vous avez souvenir d'attaques sur les prisons dans certaines zones? Pas suffisamment, même si des attaques avaient lieu. En tout cas, on ne questionnait pas du tout à propos de l'extrémisme violent, mais c'était des attaques attribuées à des groupes, à des bandits armés, ou des attaques attribuées justement à des vagabonds. Donc, mais avec la nouvelle donne de 2012, qui est l'occupation de différentes régions nord par le groupe extrémistes violents, le référent religieux apparaît nettement. Donc, Amadou Koufa, avec les différents mouvements d'obédience peul qui rythment le quotidien des populations du centre du pays, ces différentes attaques, je crois, à mon entendement, ne sont pas du tout anodines en fait. Donc, il questionne davantage à combien ces déchirures ethniques nous basculent vers des formes d'extrémisme tout à fait violentes. Merci. Abdoulaye Fofana, vous êtes secrétaire général de la section syndicale des gardiens de prison du Mali. On parle parfois de cette corruption justement dans le milieu carcéral qui serait aussi un facteur déterminant. Il est relativement facile parfois de faire entrer des choses dans les prisons. Quand on va voir un détenu, il faut payer 1000 francs officieusement qu'on glisse dans sa carte d'identité. Est-ce que justement cette corruption au niveau du monde carcéral n'est pas un facteur justement qui pourrait aggraver ces situations-là? Oui, merci bien. D'abord, moi, en tant que syndicaliste, je me porte en faux par rapport effectivement à ces allégations. Je sais quand même que tout détenu a droit naturellement à une visite, que le détenu soit condamné ou qu'il soit vraiment non condamné. Et la règle, la donne, elle est très simple. Un détenu condamné, naturellement, il faut vous prémunir d'un permis de communiquer. Ce permis de communiquer est délivré par notre direction nationale, si c'est le niveau régional, notre direction régionale. Bon, pour ce qui est effectivement des détenus non condamnés, c'est le juge qui est en charge du dossier, qui est chargé naturellement de délivrer le permis de communiquer, dont la durée de validité varie. Souvent une semaine, quelques jours, un mois. Monsieur Fofana, j'ai personnellement eu ces expériences-là où j'ai glissé simplement un billet de 1000 francs parce que je pensais que c'était une règle et je suis entré sans aucun papier pour aller voir des détenus. Là, vraiment, en tout cas, je pense que le syndicalisme aussi, c'est vrai, cette pratique, il se pourrait que ça se
certains, peut-être, naturellement, dans un groupe d'individus, il peut certainement avoir des brebis galeuses. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une corruption quand même dans le milieu carcéral, au niveau parfois des gardiens de prison? Non, mais je pense que, je ne reconnais pas ça. Est-ce que cela a un lien naturellement avec effectivement ces attaques et autres-là, s'il vous plaît? Je ne pense pas. Pas dans ce contexte-ci, mais on n'a pas eu vent peut-être des enquêtes à propos de Wadosen, on n'en a pas eu vent, mais il y aurait eu quand même du matériel qui serait entré dans la prison. Mais une autre question très rapidement, on parle énormément de manque de moyens dans le milieu carcéral. Est-ce que vous pouvez nous dire combien justement est alloué à l'administration pénitentiaire? Est-ce que l'argent qu'on donne par an est conséquent? Est-ce que ça suffit pour la gestion justement de la sécurité de la prison? Non, mais ça ne suffit pas naturellement. Je ne connais pas effectivement le montant exact à allouer à notre administration. Et la justice, l'administration de l'association pénitentiaire, une direction centrale du ministère de la justice. Monsieur Fofana, je m'excuse, on vous entend très très mal. Je vais demander encore une fois de plus. Alors vous m'entendez? Ah, on vous entend bien. Allez-y, allez-y. Ok. Oui. Je dois être vers la fin. Je dis que je ne sais pas. Mesdames et messieurs, on va essayer de rejoindre donc Monsieur Fofana au cours de ce débat. Tidjane Koulibaly, vous êtes le 4e adjoint du maire de Nyono. Dites-moi, la prison de Nyono doit s'occuper de combien de préfectures en gros? Est-ce que j'imagine que tous les villages environnants ont recours justement à cette prison-là en cas de besoin? Tous les criminels viennent de là, ou bien est-ce qu'il y a aussi des criminels qui sont envoyés, par exemple, de Bamako, de Mopti, de Koulikoro, etc., à Nyono? Oui, M. Touré, je voulais d'abord donner une précision de taille. Allez-y. Parce que quand je disais que le gardien est monté sur le toit et qu'il a vu une quinzaine de pick-up arrêtés sur le goudron, c'était des pick-up de la part de l'armée malienne. Mais les renseignements que nous avons eus sur le terrain ont dit que les gens qui sont venus attaquer la prison étaient au nombre il y avait 2 à 3 motos comme ça, et les individus ne dépassaient pas 6 personnes. Allô? Oui, je vous entends. Donc en somme, 6 personnes ont perpétré l'attaque. Oui, les pick-up là ce n'étaient pas les véhicules des hommes armés qui ont attaqué la prison. Donc, à partir de là, moi, je peux écarter totalement la piste terroriste par rapport à cette attaque-là. Parce que d'autres renseignements nous ont dit qu'il y avait un prisonnier là-bas qui était prévenu pour abus de conscience. Donc, les gens qui sont venus, ils étaient venus pour extraire effectivement ce dernier de la prison. Donc, à partir de là, nous ne pouvons pas dire que la piste terroriste vraiment peut être retenue par rapport à l'attaque de la prison de Nyono. Mais il y a quand même, eu plus de 90 détenus qui se sont échappés. Qui se sont échappés, mais tous les détenus ne sont pas partis parce que par rapport à votre question, là, les gens qui étaient dans la prison de Nyono, c'est des gens qui sont passés par le tribunal de Nyono. Donc il y a des gens qui sont natifs de Nyono qui sont là-bas, qui sont prévenus, il y avait des prévenus, il y avait des inculpés, il y avait des condamnés. Donc quand ils se sont échappés de la prison, ceux qui sont de la ville de Nyono, il y a quelques-uns qui sont venus passer la nuit dans la ville et après ils se sont présentés au niveau du tribunal. Donc nous quand même, moi personnellement j'ai dénoté quelque chose qui vraiment m'a donné un sentiment de désespoir par rapport à la gestion de la localité même de Nyono sur le plan sécuritaire. Parce que la prison a été attaquée, je l'ai bien dit, c'était dans les environs de 12h30. 12h30, 1h, jusqu'à 2h du matin, il n'y avait pas eu de renfort. Les 2 gardes qui étaient dans la prison, ce sont vraiment, les 2 surveillants de prison se sont beaucoup battus avec les moyens de bord. Mais selon les renseignements, ils n'avaient plus de munitions sur eux. Donc ils sont restés comme ça et les bandits armés qui étaient venus sont rentrés pour tirer sur eux. Ils les ont blessés.
Maintenant, à mon entendement, s'il y avait vraiment un renfort dans le temps, peut-être qu'on pouvait vraiment peut-être tuer ceux qui ont attaqué la prison ou quand même éviter vraiment qu'ils portent vraiment atteinte physiquement à ces deux gardiens de prison qui étaient là. Monsieur le maire, on connaît la proximité de Nyono et Djabali. Djabali où il y a un camp quand même assez conséquent, mais que se passe-t-il justement au niveau des forces armées à Nyono? Pas à Djabali seulement, il y a des militaires partout à Nyono ici. Moi, je vous ai dit que ça me donne un sentiment de désespoir parce que moi, j'ai compris que nous avons vraiment un gouvernement qui est fort en parole, mais très pauvre en action. Parce que nous, aujourd'hui, à Nyono, ici, nous ne pouvons pas comprendre que la prison est située peut-être à 8 km de la ville de Nyono. Et à Nyono, il n'y a que des militaires. En réalité, depuis, après les événements de Djabali et de Nampala, il n'y a que des militaires à Nyono ici. Nous avons une gendarmerie qui est là, nous avons un commissariat qui est là. Bon, selon les renseignements que nous avons même vus, c'est vraiment le commissaire et le CD de Nyono qui ont fait de leur mieux pour aller porter secours aux deux surveillants de prison qui étaient restés blessés dans la prison. Donc aujourd'hui, si on fait une attaque de cette envergure par rapport à une prison et que vraiment on n'a pas pu empêcher cette attaque-là, ça nous donne vraiment la peur au ventre dans la localité de Nyono. Merci, monsieur le maire. Baba Dakono, chercheur analyste, est-ce qu'il y a des dispositions spéciales qu'on peut prendre justement pour sécuriser nos prisons? Je pense que c'est ce que je disais dans mon dernier propos. Au-delà de la menace terroriste, nous sommes dans un pays où la criminalité est très très importante. Il semblerait de plus en plus qu'il existe une connexion entre cette forme de criminalité que nous connaissons avec l'émergence d'autres types de criminalité traditionnelle. On parle même de naissance d'expressions comme narco-djihadisme. Donc en fait une confluence de menaces criminelles dans le pays qui font que le prison est un maillon essentiel dans la chaîne de justice. On parle de chaîne pénale. Donc, il est très important également à ne pas être négligé dans ce dispositif. Autant il faut renforcer les moyens pour pouvoir faire des enquêtes adéquates, autant il faut également renforcer les moyens de ceux qui sont chargés de veiller non seulement à maintenir les populations en sécurité en mettant ces gens-là hors d'état de nuire, mais également pour la sécurité également des personnes qui sont détenues. Mais j'aimerais quand même revenir un peu sur... très rapidement. Très rapidement, je vois qu'il nous reste très peu de temps pour dire qu'à ce stade, encore une fois, aucune hypothèse n'est à écarter. Il faut aller... ce n'est pas très souvent les choses apparentes qui expliquent le fond des choses. Certains éléments... C'est un détenu de droit commun qui était recherché par ces hommes-là, pas un djihadiste, selon les informations du maire. Selon les informations du maire, il est quand même quelqu'un qui est détenu pour abus de confiance. Tous ces dispositifs déployés pour faire libérer cette personne qui est détenue pour abus de confiance, ça me paraît un peu très lourd. Mais comme je le disais, rien à exclure pour le moment. Même le fait que ce soit des gens qui soient venus en moto, ça rappelle encore une autre attaque dans la même zone à Djabali où c'était des pick-up avec des motos où on a parlé d'une coalition entre le groupe, le Front National de Libération du Massina et ACMI et une partie de Ansaruddin Sud. Donc en fait, on peut être également face à ce type d'attaque complexe ou une attaque conjointe entre groupes armés du delta intérieur, notamment le Front de Libération du Massina et le groupe d'Ansaruddin Sud. Donc, mais pour le moment, aucune hypothèse n'est à exclure. Les éléments de l'enquête vont certainement parler et probablement également une revendication si jamais cette attaque terroriste venait à se confirmer comme étant telle. Merci. Alors, Ali Tounkara, vous êtes enseignant sociologue. Justement, il y a à se poser des questions finalement si nos forces de défense, en l'occurrence les gardiens de prison notamment, sont outillés pour faire face à ce genre d'attaque. Oui, au-delà de l'approche d'outillage de nos gardiens, je crois qu'il faut qu'on s'attaque aux raisons qui font que certains acteurs s'attaquent aux prisons. Parce que si vous prenez
prenez toute cette partie des Ségou, des Mopti, vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a de grosses difficultés liées à la gestion des espaces de pâturage, lesquelles difficultés mettent en conflit les éleveurs et les agriculteurs. Il faut vraiment gérer c'est extrêmement important. Ces conflits communautaires. Ces conflits communautaires sont extrêmement importants, effectivement, dans la compréhension de pourquoi ces attaques sporadiques dont nos prisons font l'objet. Mais dans le même temps, si vous prenez également, parce que moi j'ai beaucoup séjourné dans ces différentes localités, les différents acteurs vous diront que, bon, la charte pastorale et puis tous les projets de développement concernant l'aménagement du territoire tiennent peu compte de cet aspect du pâturage. Donc, vous pensez que la régionalisation prônée par l'accord pourrait être justement une solution? C'est extrêmement important. Très rapidement, en 2 mots. Oui, ces textes fondamentaux qui régissent la décentralisation qui date de 90, effectivement. Je parle de cette régionalisation que l'accord demande. Qui est beaucoup plus récente quand même, la régionalisation. Mais sauf qu'effectivement, cette régionalisation, elle tient peu compte de ces dimensions du terroir qui consiste à dire que, au-delà du formel, qui est d'outiller les gardiens de prison, de bien armer les forces de sécurité et de défense, que des questions du terroir, des questions de la gestion du pâturage, des questions liées à la gestion des ressources naturelles sont des problématiques auxquelles les différentes communautés sont confrontées. Merci M. Fofana, ceci étant compris. Tidjane Koulibaly, très rapidement, quels sont les défis immédiats justement pour les gardiens de prison? Est-ce que c'est l'effectif, le matériel, les moyens financiers, les armes? Qu'est-ce qu'il faut très rapidement pour que vous puissiez faire face à ce genre de situation? Oui, nous voulons avoir vraiment un État qui fait face aux problèmes de ces agents. Et nous souhaitons vraiment vivement que le ministère chargé de cette question mette les moyens vraiment et le nombre, et même en nombre, parce que moi je dis que pour tout et en tout, la prison de Nyono a un personnel de 6 agents. Donc ce ne sont pas les 6 agents qui sont sur place à la même fois. Donc il faut augmenter le nombre des agents et il faut vraiment un renouveau des conditions de travail pour que les choses puissent aller mieux. Parce que s'il y a des désastres de ce genre, c'est tous les Maliens qui sont mécontents. Donc si l'État parvient à s'assumer par rapport à des problèmes de ce genre, ça ne sera que l'honneur de notre pays, vraiment que nous voulons aujourd'hui un pays de paix et de sécurité. Donc le grand défi aujourd'hui, on va dire que ce sont les ressources humaines. Pas le matériel, mais les ressources humaines. Oui, les ressources humaines, parce que l'homme est au centre de tout développement. Même si les moyens sont là et que nous n'avons pas des hommes bien formés en la matière, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, notre pays a vraiment besoin des ressources humaines pour faire face à des défis de ce genre. Merci. Monsieur le maire, un tout dernier mot. Comment arriver à sécuriser nos prisons, notamment à Nyono? Qu'est-ce qu'il faut faire en 2 mots, très rapidement? Il nous reste moins d'1 minute. Pardon, vous dites? Comment est-ce qu'on peut arriver à sécuriser aujourd'hui la prison de Nyono? La prison de Nyono, il faut qu'il y ait un front de militaires aux alentours de la prison de Nyono, parce que c'est une prison qui n'est vraiment pas du tout dans la ville de Nyono. Je l'ai bien dit, c'est à 8-9 km de la ville de Nyono. Donc il faudrait, les militaires sont dans la zone, il faudrait qu'on mette quand même un front à ce niveau de militaires qui pourront vraiment aider les agents, les surveillants de prison à maintenir la sécurité de la prison de Nyono. Merci encore une fois les ressources humaines. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes au terme de cette émission qui a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. À la mise en onde, il y avait Peting Diarra, régie vidéo Salim Djouara, je suis Ousmane Diadje Touré. Merci à nos invités. À demain pour notre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.